Bonjour à tous. Quand on fait remonter ce dossier à la surface, il faut s'attendre à des surprises de taille et quelques sueurs froides. Dans les années 70 du XVIIe siècle s'installe un climat insoutenable, hystérique dans Paris, des rumeurs d'empoisonnement et une véritable chasse à la sorcière qui fait endurer à la ville une de ses heures les plus orageuses de son existence. L'ennui avec cette affaire, c'est que ce n'est pas une banale affaire d'assassinat de quartier. Cela tient carrément de la stabilité de l'État français et de la sécurité du roi Louis XIV. C'est donc de sa propre main que Louis XIV tente d'enterrer cette affaire qui de peu aura manqué de faire basculer son règne. Alors allons-y, Postscriptum vous propose aujourd'hui de découvrir une des pages des plus atroces et des plus choquantes de notre histoire, l'affaire des poisons. Postscriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Vous connaissez peut-être, c'est dans la rue Hautefeuille, quartier Saint-Germain à Paris, que tout commence. Le 31 juillet 1672, un homme nommé Gaudin de Sainte-Croix est retrouvé mort chez lui au numéro 5 de la rue. Les enquêteurs ne tardent pas à découvrir une cassette enrobée dans un tissu pourpre qui, semble-t-il, appartiendrait à deux personnes. Un certain Pénautier et la marquise de Brinvilliers. Ces noms provoquent immédiatement un questionnement certain, d'autant plus lorsque l'on découvre que la cassette contient 34 lettres d'amour de la marquise, une reconnaissance de dette de 30 000 livres et des fioles contenant un poison fin et efficace. Intéressons-nous à ces deux personnages. Pierre de Pénautier est le trésorier du clergé et de la province du Languedoc, des titres très haut placés où l'argent y est florissant. Il se trouve cependant que Pénautier ait pu accéder à la place de receveur général du clergé qu'après la mort étonnante de tous les candidats placés avant lui. La marquise de Brinvilliers, quant à elle, c'est la jeune fille d'une famille surprenante. Son père n'est autre que Monseigneur Dredobray, lieutenant civil de la prévôté de Paris. Autant dire le préfet de police de Paris. Quand son père meurt douteusement en 1666, la fortune est léguée au fils aîné, Antoine. La marquise n'aura que des bribes de l'héritage. Force est de constater qu'Antoine va lui aussi trépasser 4 ans plus tard. S'ensuit le dernier frère à quelques mois d'écart seulement. Une situation familiale pour le moins suspecte aux premiers abords. Lorsque les noms d'une marquise de haut rang et du trésorier du clergé sont associés à une affaire de poison, vous n'en douterez pas, les hautes sphères de l'État sont alertées. Surtout lorsqu'on sait que Pénautier est un proche ami de Colbert, le principal ministre du roi. Ce dernier, justement au pied levé et au tout début de l'affaire, décide de prendre les choses entre ses mains avant qu'elles ne tombent entre d'autres. Il faut savoir que Louis XIV prend le poison très au sérieux. Sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre, qu'il affectionnait beaucoup, avait succombé en hurlant au poison dans d'atroces souffrances 2 ans plus tôt. Le roi engage donc Louvois, un de ses proches ministres, sur cette affaire brûlante. Les investigations commencent donc après la découverte de la fameuse cassette aux fioles empoisonnées, mais ce n'est pas une partie de plaisir pour la police et la justice. Ils finissent néanmoins par attraper le valet de Sainte-Croix, un dénommé La Chaussée. Il passe aux aveux sous la torture et indique à la police des éléments nouveaux. Certes, il a participé au meurtre d'Antoine Dredobray. C'est également le valet du frère de la marquise de Brinvilliers. Il était le tueur à gages de Sainte-Croix, mais il sait aussi que Sainte-Croix, son maître, fréquentait d'autres personnes de la noblesse ou de la bourgeoisie parisienne. Bien vite, les enquêteurs découvrent que cette affaire est tentaculaire et que ses ramifications n'ont de cesse de s'étendre sous leurs yeux. L'enquête continue au fil des témoignages et des aveux et l'ombre de la marquise semble se profiler partout. La Chaussée, quant à lui, est condamné à mort au supplice de la roue en place de Grève. On décide d'arrêter la marquise. Problème, elle ne répond pas depuis son hôtel particulier de la rue Neuve-Saint-Paul dans le Marais, elle est introuvable. Pénautier l'aurait poussée à s'enfuir, Marie-Madeleine de Brinvilliers devient la femme la plus recherchée de tout le royaume.
Tous les postes d'avant-garde, de garde et les milices tentent de traquer une petite femmelette d'1,50 m à la peau éclatante, avec de grands et magnifiques yeux bleus et une généreuse chevelure brune. Il est clair que ce n'est pas là le portrait d'un assassin, et pourtant, la fugitive embarque à Douvres et se réfugie à Londres. La fantaisie que le roi demandait souvent, c'était dans un extrait de la 5e suite des Symphonies pour les soupers du roi par Michel Richard de Lalande, interprété par Elby Police Baroque Orchester et Jürgen Gross. Vous écoutez l'émission Proscriptum avec Éloi Sainteau. Alors on ne parvient pas à mettre la main sur la Brinvilliers. Cependant, son sort est déjà sentencié. Cette affaire traîne depuis bien trop longtemps, il faut que cela cesse. On précipite les choses. En absence d'accusé, elle est jugée par contumace et condamnée à mort. Il faut absolument la retrouver. Le problème, c'est qu'elle est, semble-t-il, à Londres. Et les relations entre la France et l'Angleterre sont loin d'être amicales. Mieux vaut ne pas froisser les draps. On essaye de ne pas créer d'incidents diplomatiques avec l'Angleterre en écrivant gentiment et poliment. Mais du côté anglais, rien ne bouge, évidemment. C'est alors que Louvois, le ministre chargé de l'affaire, va engager le lieutenant général de police, Gabriel Nicolas de Larreynie, pour rattraper la marquise. Alors quand on a défié la justice à cette époque, je vous le dis, il est préférable de ne pas avoir Larreynie à ses trousses. Sa détermination est sans borne et il emploie les gros moyens pour parvenir à ses fins. De plus, c'est un homme qui a une méthodologie sans faille. Bref, la réputation de Larreynie fait déjà peur aux criminels. Larreynie envoie donc ses plus fins limiers pour chasser le lièvre. La fuite dure 4 longues années, durant lesquelles la Brinvilliers, comme elle est désormais surnommée, va faire étape à Londres, à Valenciennes, en Hollande, pour finir dans un couvent dans la ville de Liège.
C'est dans ce couvent d'ailleurs que l'araignée va la retrouver le 25 mars 1676. L'un de ses enquêteurs se sera d'ailleurs déguisé en prêtre pour l'atteindre. C'est vous dire le malin et le jeu dont fait preuve la police française. On ne pourra en dire autant de nos jours cependant. Après avoir enfourgonné la nonne marquise empoisonneuse, on perquisitionne sa cellule. On y découvre une confession écrite de sa main, plusieurs pages censées être lues que par Dieu. Mais alors là, on ne se gêne pas, on les lit carrément. C'est une incroyable claque dans la figure des enquêteurs. On lit de véritables aveux de la part de Brinvilliers, dans lesquels elle s'accuse elle-même de parricide, de fratricide, d'avortement, d'empoisonnement, de sodomie, de pyromanie, tous les péchés du monde regroupés en un seul. Cependant, on y lit également une enfance dévastée par un viol à 7 ans et divers incestes imposés par l'un de ses frères. La marquise démentira ces écrits en clamant qu'un accès de colère en était la cause. Mais vous l'aurez compris, il ne sera pas possible pour les enquêteurs et pour les historiens de démêler le vrai du faux. De retour à Paris, l'affaire Brinvilliers atteint toutes les conversations aussi bien des salons que des rues. Un long procès va les alimenter du 29 avril 1676 jusqu'à l'exécution de l'empoisonneuse 3 mois plus tard. On ne parle plus que de cela, d'autant plus quand le sujet principal côtoyait les grands salons parisiens, tels ceux de Madame de Sévigné. La Brinvilliers était une grande aristocrate, une femme de salon avec une réputation digne de ce nom. Quoi qu'il en soit, la Brinvilliers, enfermée à la conciergerie, ne parlera pas même sous la torture, et continuera à récuser tous les crimes dont on l'accuse. Pas même sous la torture. Et oui, la torture à l'époque, ça existait toujours, et, croyez-moi, ce n'était pas une partie de plaisir. Cela s'inscrivait dans ce que l'on appelait la question. Restent des vestiges de l'ancienne inquisition médiévale, la question consiste à rassembler le plus d'aveux par la torture. Quant à la marquise de Brinvilliers, son sort à elle fut le supplice de l'eau. Pieds et mains liés, on lui faisait boire des dizaines de litres d'eau, 6 litres pour la petite question et 12 pour la grande. La souffrance en était bien accentuée par un coussin en bois placé astucieusement au niveau des reins. Le supplice de l'eau était assez courant dans l'ordinaire de la question, mais ce que l'on cherche surtout, c'est le lien entre la marquise et Pénautier, le trésorier du clergé, et si un éventuel complot contre le roi ou l'État aurait pu être planifié. Mais rien, aucune parole. La seule chose qu'elle acceptera d'avouer à la dernière heure, c'est l'assassinat de son père et de ses frères par la fameuse poudre de succession. Le petit nom affectif donné à cette époque à l'arsenic, qui d'ailleurs nous révèle bien son utilité. La silhouette défigurée par la torture de l'eau, la marquise est prête à l'échafaud. Mais avant, elle doit passer devant la porte principale de Notre-Dame, afin de faire, comme on disait à l'époque, amende honorable. C'est une peine sur l'honneur, l'ultime peine avant l'échafaud. Dans une simple chemise blanche, elle doit s'agenouiller sur le pavé du parvis de Notre-Dame, en portant un cierge d'un certain poids, tout en prononçant son pardon à Dieu, à la société et aux hommes. Le tombereau, cette petite charrette qu'emprunte la condamnée jusqu'au lieu d'exécution, peine à se frayer un chemin parmi la foule véhémente. Les balcons et les fenêtres donnant sur le chemin du tombereau se louaient parfois des fortunes pour apercevoir la condamnée. Une fois sur le lieu d'exécution publique, donc la place de Grève, notre actuelle place de l'Hôtel de Ville, la marquise de Brinvilliers se fera non pas brûler, comme les sorcières à l'égard de ses titres, mais décapitée. Néanmoins, son corps sera brûlé, et les cendres jetées au vent de la Seine. Madame de Sévigné, qui adore décrire les scènes de la capitale et faire la commère sur toutes les affaires d'actualité, écrira ces mots à sa fille Madame de Grignan. Enfin c'en est fait, la Brinvilliers est en l'air. Son pauvre petit corps a été jeté, après l'exécution, dans un fort grand feu et les cendres jetées au vent. De sorte que nous la respirerons, et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelques humeurs empoisonnantes dont nous serons tout étonnés. Derrière ce fin sarcasme si caractéristique de Madame de Sévigné, personne ne se doute que dans les petites rues sombres des quartiers malfamés se préparent encore quelques bouillons de 11 heures, et que l'affaire Brinvilliers n'est que la toute première dont un cortège d'autres vont s'ensuivre.
C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau. Merci de nous avoir écoutés. La suite de cette incroyable affaire des poisons, c'est la semaine prochaine sur Postscriptum.